Est-ce que tu connais le monoxyde de carbone? Si jamais tu as le gaz chez toi, a priori oui tu connais. Tu sais que c'est ce genre de chose, ce genre de gaz qui est indolore, invisible, il n'y a aucune alarme qui sonne. Si jamais ton four à gaz reste ouvert, que ça se répand la nuit dans ta maison, et ben ça va t'endormir encore plus, ça va venir brouiller ton jugement, et le temps que tu comprennes que l'air est toxique, c'est trop tard. Et toi, ça fait peut-être des années que tu respires, comme le monoxyde de carbone, quelque chose de toxique dans ton couple, sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, je vais parler de toxicité dans le couple et pas forcément de perversion narcissique. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. L'an passé, je vais dans une soirée où il y a pas mal de monde. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis fan de barbecue dans le sud de la France. Et là, un gars qui est marié sort subitement devant tout le monde un truc très personnel sur sa femme. C'était bien sûr sur le coup de l'humour, tout le monde a rigolé, et même sa femme a ri de cette blague, qui était pourtant très déplacée. Je vous donne pas le détail pour pas que cette personne voit cette vidéo et s'en offusque. Un peu plus tard dans la soirée, cette femme vient me parler, elle connaît mes vidéos, et là, elle me déballe toute sa vie, un peu comme un barrage d'eau avec un lac, tout d'un coup aurait explosé, et il y a tout qui sort d'un coup. Elle me parle de la relation et de tout ce qui se passe mal dedans. Elle avait la gorge serrée, elle sait pas trop pourquoi, je lui reparle de cet épisode humoristique. Moi, vous savez, en soirée, je me mêle de rien, surtout pas, vu mon métier, j'écoute les gens, je dis juste oui ou non, et parfois je pose une question. Quand je lui demande comment est-ce qu'elle s'est sentie suite à la blague, elle me répond « ce n'est rien ». C'est une blague, il ne voulait pas être méchant. Elle continue de me parler de son couple, et en réalité, c'est la 3e fois en très peu de temps qu'il l'humilie sous le coup d'une blague devant tout le monde. Alors à chaque fois, elle lui en parle, bien évidemment, elle lui dit d'arrêter ceci, mais il recommence tout le temps. Et à chaque fois, elle a un peu plus de mal à en rire. Mais elle n'arrive pas à mettre un mot dessus. Après tout, c'est pas de la violence, il n'a pas tapé sur sa femme, il n'a pas crié sur sa femme, il ne l'a pas insultée. Il a juste raconté une histoire qui leur est vraiment arrivée sur le coup de l'humour. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup elle a envie de pleurer quand elle m'en parle? Alors si tu me connais pas, moi c'est Antoine Pétavin. D'ailleurs si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne pour voir d'autres vidéos. Tu peux aussi mettre un like si tu veux soutenir mon travail. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que des millions de personnes vivent. C'est ce qui s'appelle l'humiliation affective. C'est une forme de violence qui ne crie pas haut et fort, qui ne casse pas la vaisselle par terre en hurlant des mots d'insulte. C'est pas non plus quelque chose qui menace, mais en réalité, c'est quelque chose qui détruit profondément et surtout de manière très silencieuse. Et c'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec le monoxyde de carbone tout à l'heure. Lorsque ton partenaire te rabaisse, lorsqu'il te dévalorise, lorsqu'il te fait sentir que t'es moins bien que lui, de manière répétée, sans jamais franchir la ligne visible de la violence. Si ça arrivait une seule fois, ce serait rien, ce serait anodin, on pourrait se dire tiens, c'est maladroit, sauf qu'en réalité, mis bout à bout de manière répétée, eh ben ça vient bousiller ta confiance en toi et t'as l'impression que tu ne vaux plus rien. Et quand je dis qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est vraiment ça le cœur du problème, la plupart des gens qui subissent de l'humiliation affective dans leur couple ne savent même pas que c'est de l'humiliation. Ils pensent que c'est normal, ils pensent que c'est comme ça dans tous les couples, ils pensent peut-être même que c'est eux qui sont trop sensibles. Aujourd'hui, on va mettre un mot dessus, je vais aussi te citer plein de situations où ça peut arriver, des situations où si tu n'es pas conscient de ce qu'il se passe, tu ne peux même pas voir ça arriver. Au passage, si jamais ça te fait mal d'écouter ça, si jamais tu sens une douleur, je te rappelle qu'il y a un lien vers psychologue.fr pour trouver un psy disponible dès aujourd'hui. Alors l'humiliation affective, elle a 6 visages. C'est vicieux parce qu'il y en a plein. J'en ai choisi que 6 sur des tonnes et je pense que ce sont les principaux. Et j'aimerais que vous mettiez en commentaire ceux que vous avez repérés. Le tout premier visage de l'humiliation affective, c'est ce qu'on a vu juste avant, de la dévalorisation déguisée en humour. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus courant. C'est une remarque qui est très blessante et qui se termine par un « je plaisante, je rigole, t'as aucun humour, oh t'es vraiment trop sensible, apprends à te détendre un peu, oh vous avez vu ça les femmes, elles savent rire de rien ». Quand je dis femmes, bien évidemment, ça peut être pour les hommes également. Ça peut être des blagues récurrentes sur ton poids, ton intelligence, ton travail, ta façon de conduire, ta façon de cuisiner, et toujours, bien évidemment, devant un public, avec toujours aussi un sourire. Et si jamais tu réagis, c'est toi le problème. Oh c'est bon hein, détends-toi, je plaisante. Le piège dans cette situation, c'est que l'humour crée une forme de bouclier social. Si jamais tout le monde rigole, comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la violence? Tu passes, bien évidemment, pour celui qui n'a pas d'humour. Alors t'acceptes et tu finis par rigoler avec les autres. Mais est-ce que cette blague serait aussi drôle si c'était lui ou si c'était elle le personnage ridicule? La réponse est non. Le deuxième visage, c'est le mépris silencieux. C'est par exemple lorsque l'autre va soupirer quand tu racontes ta journée.
Ça peut être aussi le fameux regard levé au ciel. Ah. Ou encore, t'es en train de parler, l'autre prend son téléphone. Ou alors, tu racontes quelque chose d'important pour toi et l'autre te coupe la parole pour te dire quelque chose de plus intéressant. Ou encore, c'est le fait de jamais donner ton avis sur une décision de couple. Troisième visage de cette pathologie, c'est la comparaison permanente. Mon ex ne faisait pas comme ça. Regarde la femme de Julien, regarde son mari. Lui, au moins, elle sait cuisiner. Ma mère, elle, c'était une vraie femme, elle savait gérer la maison, et en même temps, elle avait un travail. Chaque comparaison est un message implicite. En réalité, t'es pas suffisant, t'es pas assez. Quelqu'un d'autre sur Terre fait mieux que toi, donc tu ne vaux rien. Alors ce qui est déroutant là-dedans, c'est que t'entends peut-être même à la fin des « peut-être que je devrais trouver quelqu'un qui est plus comme ceci ou comme cela », sauf qu'en réalité, cette personne te dévalorise et ne te quitte jamais. Tu finis par te comparer toi-même en permanence à un standard qui est impossible d'atteindre. Quatrième visage, c'est l'invalidation émotionnelle. Tu exagères, c'est pas si grave, t'es trop sensible, arrête ton cinéma. En gros, ce que tu ressens n'est pas légitime. Ton émotion, elle est fausse, ou encore, elle est trop grosse, disproportionnée, ou encore, elle est ridicule. Au bout d'un moment, tu te dis que tu n'as pas raison de ressentir ce que tu ressens, donc tu ne te fais plus confiance. Et c'est lorsqu'on n'écoute plus ses propres émotions qu'on est prêt, bien évidemment, à accepter n'importe quoi. Cinquième visage, c'est un contrôle déguisé en inquiétude. Je dis ça pour ton bien. C'est parce que je t'aime que je te dis qu'il faut que tu perdes du poids. Je veux juste t'aider à t'améliorer. Comment est-ce que de la bienveillance pourrait devenir toxique ? Eh bien c'est très simple, cette personne critique systématiquement tous tes choix. Tes vêtements, il faut les changer, c'est pour ton bien. Ton travail, il est nul, il faut tout quitter, c'est pour ton bien. Ta manière de parler, ta façon d'éduquer les enfants, tes projets. Et qu'on soit honnête, il y a une ligne qui ne devrait pas être franchie, celle de je te dis ou je te fais remarquer un truc une fois parce que c'est mon avis, ça pourrait être pour ton bien, versus chaque aspect de ta vie est critiqué en te faisant croire à chaque fois que c'est pour ton bien. Le sixième visage, c'est la punition émotionnelle. C'est ce qui va se passer pendant les disputes. Si jamais tu continues de dire ça, alors je me casse. Ok, très bien, on n'ira pas au restaurant ce soir, tant pis pour toi. Ou encore pire, le silence. Et pendant 3 jours, t'as pas un mot. Y a pas d'insulte, il n'y a pas de violence physique, c'est le retrait total d'affection, c'est la punition parce que tu as osé exprimer un désaccord. Le message implicite, il est limpide, si tu ouvres ta bouche, tu seras puni. Je pense qu'au fil des exemples que je vous donne aujourd'hui, vous vous rappelez de certaines situations, soit quelque chose que vous vivez aujourd'hui, soit même le comportement d'une ancienne relation amoureuse. Lorsqu'on crée cette prison invisible mentale, quand on obtient ton silence, quand tu ne te fais plus confiance, ça a un nom. Evan Stark, criminologue, appelle ça le contrôle coercitif. À chaque fois que j'en parle, les gens n'aiment pas ce mot, mais c'est exactement ça aujourd'hui. C'est une punition émotionnelle. Et bonne nouvelle, depuis 2020, la France a inscrit le contrôle coercitif dans la loi comme une forme de violence conjugale. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte ? Et c'est ça tout le piège du monoxyde de carbone, qui est juste une image au passage, si vous avez bien suivi l'histoire. C'est un gaz qui t'endort, qui t'empêche de sentir que tu es en train de t'endormir. Plus tu en respires, moins tu es capable de le détecter. Et si l'humiliation affective était un seul événement, une fois, tu le reconnaîtrais immédiatement. Mais ce n'est pas le cas. Marie-France Irigoyen, psychiatre française et qui est pionnière aussi du concept du harcèlement moral, l'a montré dès 1998. La violence psychologique produit les mêmes effets neurologiques que la violence physique, ce qui signifie que ton cerveau ne fait pas la différence entre un coup physique et une humiliation répétée. Mais malheureusement, la perception est différente. Toi, tu te dis, il ne m'a pas frappé, donc c'est pas grave. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation au bout de plusieurs années ? Parce que ça vient de manière progressive. La première remarque blessante te choque, t'y repenses, mais au bout de la 10e, tu te dis juste, allez, c'est son caractère, cette personne est comme ça, il faut que je l'accepte. Et à la 100e remarque blessante, et c'est là que ça devient plus grave, c'est que tu te le fais toi-même tout seul. Avant même que l'autre ouvre sa bouche, tu te dévalorises. Je sais que je suis mal habillé, désolé. C'est-à-dire que tu as intégré le discours de l'autre dans ton propre dialogue interne. Tu deviens ton propre bourreau. Et puis très souvent, après l'humiliation, il y a un moment de douceur. Il va te dire « tu sais que je t'aime ». Et c'est ça qui crée la confusion. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant non-stop, c'est quelqu'un qui sera gentil la plupart du temps, mais qui aura ses remarques dévalorisantes de manière permanente. Comme si on saupoudrait de sel un peu trop un plat, ces remarques méchantes arrivent de manière épisodique. Et du coup, tu te raccroches au bon moment pour justifier les mauvais. Et plus les mauvais moments s'accumulent, plus tu vas te surinvestir dans les bons moments.
parce que t'as besoin de croire que ça en vaut la peine. Au final, il y aura toujours une forme d'isolement progressif. Tu vas par exemple arrêter de parler de ton couple à tes proches, parce que la dernière fois que t'en as parlé, on t'a dit c'est pas normal, et t'as pas envie qu'on te dise du mal de lui ou d'elle. Alors du coup, tu gardes tout à l'intérieur, et puis il y a ce stade final qui est la honte chronique. Et ça, c'est le point de bascule. C'est le moment où l'humiliation ne produit même plus de la colère, même plus de la tristesse, mais plutôt de la honte. Cette honte, elle va s'installer, elle s'enracine, et ça devient un peu de ton identité. Judith Herman, qui est psychiatre à Harvard, a décrit ça en 1992. Elle a mis un nom dessus. Elle appelle ça le trauma complexe, le PTSD. Alors un trauma simple, c'est par exemple lorsqu'il y a une agression dans la rue. C'est simple, non pas parce que c'est simple à résoudre, c'est simple parce que l'identifier est simple. On peut identifier le moment où c'est arrivé. C'est arrivé le 3 juillet, dans telle rue, à tel endroit, à telle heure. Le trauma complexe, CPTSD, il est complexe parce que c'est une exposition prolongée. Ce sont des milliers de petites interactions négatives qui vont créer ce trauma. On ne peut pas trouver l'origine précise. C'est plutôt une suite de faits dans le temps. Et l'exposition prolongée à l'humiliation crée un tableau clinique spécifique, la honte chronique. Il y a aussi du perte du sens, il y a aussi une difficulté à faire confiance et le sentiment de ne pas être assez. Brené Brown, qui est chercheuse spécialisée dans la honte et la vulnérabilité, dit quelque chose qui résume tout. La honte a besoin de 3 choses pour grandir: le secret, le silence et le jugement. Et ces 3 choses, l'humiliation affective, les produit de manière automatique. Le secret, tu n'en parles pas ou tu en parles plus. Le silence, tu ne protestes plus. Au bout d'un moment, tu t'es juste habitué. Et le jugement, celui de l'autre et celui que maintenant, tu te mets à toi-même. Maintenant, attention, quand on parle de manipulation ou d'humiliation dans le couple, un mot vient forcément en tête, celui du pervers narcissique. Et c'est un raccourci qui pourrait être contre-productif aujourd'hui. L'humiliation affective peut venir de quelqu'un qui n'est pas pervers narcissique. C'est même le cas le plus fréquent en réalité. Par exemple, ton partenaire peut te faire vivre de l'humiliation affective parce qu'il reproduit un schéma familial, parce qu'il a par exemple grandi dans un foyer où c'était la norme, où son père ou sa mère le rabaissait. Il peut aussi faire ça par maladresse émotionnelle, par incapacité à gérer le conflit autrement qu'en punissant. Il peut aussi faire ça par peur d'être vulnérable, parce que rabaisser l'autre, c'est aussi une façon de se remonter soi-même et de se protéger. C'est minable, mais c'est humain. Et puis oui, dans certains cas, il y a aussi un vrai profil manipulateur. Je fais cette notion aujourd'hui, cette différenciation, non pas pour excuser ces gens en disant ils ne sont pas pervers narcissiques, donc ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est l'inverse, c'est que ça peut venir de n'importe qui. Et que l'autre soit pervers narcissique ou pas, il y a une seule chose qui compte à mon sens, c'est qu'est-ce qu'il va se passer quand tu vas dire ça m'a blessé. Quand tu lui dis de manière claire, de manière calme, après que la tempête soit passée pendant la soirée, le lendemain ou le surlendemain, est-ce qu'il a l'air surpris? Est-ce qu'il a l'air mal à l'aise? Est-ce qu'il s'excuse, même maladroitement? Ou est-ce qu'il va retourner la faute sur toi? T'es trop sensible. Si t'étais pas comme ça, j'aurais pas besoin de te dire ce genre de choses. Et du coup, il ne s'excuse pas. Ou encore, il s'excuse, mais il recommence 3 jours après. Et c'est à ça que tu feras toute la différence entre le fait que le couple peut survivre parce que l'autre prend conscience que ça te fait du mal, parce qu'il n'est pas en train de nier ou de minimiser, versus quelqu'un qui en aurait rien à faire et qui recommencerait 3 jours après. Et si on est dans le deuxième cas, l'objectif c'est pas de sauver ton couple, c'est de te sauver toi-même. Je te propose un petit test qui prend même pas 30 secondes. Pense à la dernière fois où ton partenaire a dit ou a fait quelque chose qui t'a fait te sentir petit ou petite. Le genre de micro-humiliation, une remarque, un soupir, une blague, un regard. Est-ce que tu l'as, cette interaction-là? Maintenant, réponds à 2 questions. Première question, est-ce que tu aurais pu lui dire la même chose, mot pour mot, dans le même contexte, devant les mêmes personnes? Si la réponse est non, demande-toi pourquoi c'est acceptable dans un sens et pas dans l'autre. Deuxième question, est-ce que tu oserais raconter cette scène à ton meilleur ami, mot pour mot, sans rien minimiser? Si jamais tu hésites et tu me dis « Oui, mais il est comme ça a l'air pire que ce que c'est », c'est un signal. Si tu as besoin de reformuler pour que ça passe mieux, c'est aussi un signal. Alors comment réagir aujourd'hui? Je vais pas te dire « quitte cette personne ». D'abord parce que c'est pas aussi simple, ensuite parce que chaque situation est différente. Première étape, le nommer. La prochaine fois que ça arrive, tu ne ris pas avec les autres, tu ne t'énerves pas non plus, mais tu constates « ce que je viens d'entendre m'a blessé ». C'est tout. Pas d'accusation devant tout le monde, pas de scène de ménage,
pas d'escalade. Le simple fait de nommer quelque chose qui est de l'ordre du mécanisme invisible change tout. La deuxième étape, c'est la règle des 3 fois. Une remarque blessante, ça peut être un accident, ça arrive, personne n'est parfait. On peut tous être bêtes, moi le premier. La deuxième fois, c'est peut-être aussi le hasard. Au bout de 3, c'est un mode de fonctionnement et il faut en parler. Troisième étape, tu notes précisément ce qui a été dit et ce qui s'est passé. On était à tel endroit, il a dit telle chose. Pas pour faire un tribunal, pas pour l'accuser, juste pour te rappeler précisément de ce qui s'est passé. Et le quatrième outil, la quatrième étape, de chercher un miroir extérieur. Pour le monoxyde de carbone, on mettra un détecteur pour sentir le gaz arriver parce que l'être humain ne peut pas le sentir. Dans le cadre d'une relation toxique, il te faut aussi une personne externe. Ça peut être un ami, un proche de ta famille ou un psychologue. Et si jamais tu sens que tu as besoin d'un regard professionnel, il y a psychologue.fr aujourd'hui qui permet de trouver un psychologue en ligne. Le lien est juste en dessous. Et passer par un psychologue, c'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Il y a une enquête qui s'appelle Virage qui a été menée par l'INED en 2015 et elle révèle que les violences psychologiques dans le cadre conjugal concernent environ une femme sur 4 et un homme sur 6. Un quart des femmes, un sixième des hommes. Et encore, ça, c'est ceux qui ont osé le dire. Et on pourrait penser que les hommes sont moins à risque. Du coup, en réalité, peut-être aussi que les hommes ont plus de mal à l'avouer. Une personne sur 4, c'est ceux qui ont osé le dire. Ceux qui ont osé le reconnaître. Et sûrement que beaucoup d'entre eux ont dit « Oui, ça arrive de temps en temps, c'est pas si grave. » Si tu sens que ça devient anormal, fais-toi accompagner. Si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si jamais tu as un début de mal de dents, il y a de fortes chances que tu prennes rendez-vous chez ton dentiste. Parce que t'as un doute suffisant pour y aller. Si jamais t'as un doute sur ton couple, parle-en encore une fois à un proche ou un professionnel. Et si tu te souviens de la femme du barbecue au tout début, celle qui avait la gorge serrée sans savoir pourquoi, elle n'a pas quitté son mari et je l'ai recroisée quelques mois plus tard, elle a fait une seule chose, elle a mis un mot dessus. Et elle a arrêté de rire quand c'était pas drôle. C'est tout, mais ça a tout changé. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, bye.